Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Je suis vraiment hyper excitée de voir cette salle remplie et de voir à quel point le sujet des communautés intéresse, parce que c'est mon sujet de prédilection et c'est ce dont on va discuter ensemble pendant la prochaine demi-heure. Avant de rentrer dans le dur du sujet, en quelques mots, je suis Noémie Kempf et je suis la cofondatrice de Communo, qui est la première école francophone du community building. Ce qu'on désigne par community building, c'est vraiment cette stratégie qui consiste pour les entreprises, notamment, à créer et animer des communautés de marques autour d'un projet économique, autour d'une marque, autour d'un enjeu lié à l'entreprise ou à la marque. Et je suis aussi la créatrice du média The Storyline, qui s'intéresse au rouage du storytelling et du marketing responsable. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, c'est de parler de communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez lever la main si vous avez un enjeu communautaire dans votre entreprise, si vous avez l'intention de créer une communauté, si vous vous interrogez sur la pertinence de le faire? Très bien, ok. Parfait, vous êtes au bon endroit, du coup. Aujourd'hui, il y a vraiment un gros regain d'intérêt autour de la notion de communauté. Et avant de vous parler du pourquoi, je voulais juste prendre quelques instants pour rappeler le contexte qui nous amène justement à ce nouvel enjeu communautaire, à cette nouvelle stratégie. Je vais enfoncer une porte ouverte. Vous êtes des marketeurs, des communicants, donc vous le savez. Les audiences et, de manière plus générale, la société de consommation a bien changé ces dernières années, ces dernières décennies. Et aujourd'hui, quand on est une marque, quel que soit son secteur d'activité, sa taille et son public cible, il est essentiel de comprendre les attentes de, bien évidemment, ses consommateurs vis-à-vis de sa marque ou de son média. Et de manière plus générale, de comprendre pourquoi les attentes changent aujourd'hui de plus en plus vite. Un élément de réponse qui amène le sujet communautaire, c'est qu'aujourd'hui, le rapport à l'information est complètement transfiguré. Hier, là où un individu avait un rapport très ritualisé à l'information et à l'éducation, on consultait par exemple la télé le soir en famille pour regarder les infos. Est-ce que vous avez regardé les infos à la télé ces dernières années? C'est fou quand même à quel point ça a changé. Ou alors on lisait le journal le matin au petit déjeuner donc pour s'informer sur les sujets éco, société, etc. Aujourd'hui, l'information et la capacité à comprendre des choses, à se connecter avec des marques ou des médias, c'est devenu une expérience qui est multicanale, mais aussi très opportuniste. Aujourd'hui, on est stimulé, sollicité par des informations qui sont partout, tout le temps, via des blogs, via les réseaux sociaux, via les forums, via le bouche à oreille, via la publicité, j'en passe et des meilleurs. Ce qui rend extrêmement compliqué la capacité pour une marque de se positionner dans ce paysage médiatique extrêmement fragmenté et de faire passer le bon message à la bonne personne au bon moment. Clairement, on est dans un chaos informationnel et c'est très complexe de se faire une place sur ce marché. Ajoutons à ça que la concurrence s'est largement diversifiée ces dernières années et au-delà de la prise de parole des marques et des médias, on a des nouveaux acteurs qui viennent vous concurrencer, qui viennent grappiller des parts de marché de manière assez rapide. On a les créateurs de contenu et les influenceurs qui ont aujourd'hui une bonne part du temps d'attention et d'écoute des internautes. Est-ce que vous connaissez Hugo Décrypte? Oui, très bien. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, et j'ai aussi découvert que c'était la source numéro 1 d'informations pour les moins de 25 ans. Aujourd'hui, les médias traditionnels complètement mis de côté. Aujourd'hui, on s'informe sur Insta, sur des formats courts, en allant regarder les publications de Hugo Décrypte. Les marques aussi ont développé une approche médiatique, les marques médias, notamment les marques lifestyle, en se positionnant comme des médias à part entière et donc en optant pour une approche inbound sur la base de contenu. Je ne vous apprends rien ici, mais ce que ça implique, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de marques qui trustent une grosse partie du marché, comme par exemple Welcome to the Jungle, que vous connaissez certainement, qui en à peine 8 ans a réussi à s'affirmer comme étant le média de référence sur les sujets Future of Work, grâce à une approche justement centrée sur les contenus et centrée sur l'information partagée à sa communauté, qui du coup lui a permis de créer un monopole quasiment, ou en tout cas une forte barrière à l'entrée sur son marché. Concrètement,
cette situation, donc une concurrence accrue des acteurs qui sont de plus en plus présents sur un marché dont les barrières à l'entrée sont de plus en plus faibles grâce à une évolution des outils numériques qui permettent de créer du contenu. Mais ce que ça implique, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu principal pour une marque, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit déjà bien ancrée sur son marché, c'est l'attention de ses audiences. C'est de capter cette attention, mais aussi la retenir. Chaque jour, si on en croit certaines études, le consommateur moyen est exposé à entre 4 000 et 10 000 stimuli commerciaux. Alors je vous rassure, on ne les voit pas tous et on n'y fait pas forcément attention à tous de manière consciente, bien entendu. Mais dans un parcours quotidien, dans une journée classique, on va passer dans le métro et donc voir des affiches ou passer à côté de ces affiches qu'on ne va pas forcément remarquer, mais en tout cas, elles sont là. On va faire des recherches sur Google et on va avoir une quinzaine de pubs qui s'affichent, etc., etc. Donc on est en permanence exposé à des messages que des marques essayent de nous faire passer. Et parmi ces 4 000 à 10 000 stimuli, bien évidemment, on ne choisit consciemment de faire attention et de donner notre attention qu'à une extrêmement petite portion. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que la capacité à connecter avec votre audience et à la fidéliser sur le long terme, elle est clé aujourd'hui pour vous faire une place et pour gagner la bataille du numérique. Très bien. Mais comment on s'y prend justement dans un marché saturé, dans un chaos informationnel et dans une situation dans laquelle en fait, c'est de plus en plus difficile de passer ce bon message au bon moment à la bonne personne puisque l'expérience des internautes est opportuniste au mieux. Et bien justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a une stratégie qui nous vient des États-Unis, qui a été développée et théorisée par les entreprises B2B SaaS, qui consiste à fédérer une communauté de lecteurs, de spectateurs, une audience, en fait, aller au-delà de l'optique d'audience et d'avoir une communauté, un groupe, ça peut aussi être des clients, des partenaires, des collaborateurs, et de leur délivrer une très forte valeur ajoutée dans le but de maximiser ce qu'on appelle leur lifetime value, donc la valeur que eux vont apporter à votre entreprise. Et on appelle ça le community building. Le community building, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous l'expliquer tout de suite et je vais vous en donner les clés. Mais avant ça, je voulais clarifier un terme parce que c'est quelque chose qu'on rencontre énormément avec Communo. Aujourd'hui, il y a une grosse incompréhension entre les notions d'audience et de communauté. Et il y a un gros amalgame, généralement, qui est fait par les marketeurs, par les entrepreneurs. Une audience, c'est généralement ce que vous allez avoir sur les réseaux sociaux. C'est vos followers, c'est les individus qui font partie d'une masse relativement anonyme, qui n'est pas individualisée, que vous ne connaissez pas directement, qui vont peut-être réagir à vos contenus, mais de manière relativement passive. La communauté, c'est un groupe de personnes qui sont fédérées par votre marque sur un outil généralement fermé, qui va leur permettre de nouer des conversations entre eux, d'échanger, de se rencontrer, de créer de la valeur, de collaborer, de coopérer. En gros, une communauté, c'est un peu comme un réseau versus une audience qui est constituée de silos individuels entre vous et vos followers. Et donc, la distinction entre les deux, j'aime bien cette image du réseau, parce que dans une communauté, on va aller chercher la création de flux de valeurs qui sont multiples entre des individus, entre des petits sous-groupes, entre des sous-cultures, entre la marque et les groupes, etc., etc. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un an, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir des communautés ». Et dedans, j'ai essayé de théoriser un petit peu justement cette différence entre audience et communauté. Et ce schéma, qui est relativement simple, avec des emojis un peu douteux, est le mieux que j'ai pu faire. Mais il fait quand même un peu le job. L'idée, c'est que la communauté de marque, finalement, elle va avoir pour but de fédérer des individus qui sont liés par un enjeu, un intérêt commun, et qui vont créer et échanger de la valeur à plusieurs niveaux. Il y a un individu qui choisit de rejoindre la communauté parce que la communauté lui apporte quelque chose. Il va lui-même s'y engager, donc il va contribuer à la faire vivre. La communauté va avoir un impact bénéfique direct sur l'entreprise, sur la marque. C'est ce qu'on va voir juste après. Et l'individu va également apporter bien évidemment de la valeur à la marque en devenant potentiellement son client, son ambassadeur, en évangélisant autour de ses produits. Bref, en lui amenant une forme ou une autre de valeur économique ou autour de son capital de marque. La communauté, elle existe sur différents supports. À la différence d'une audience sur les réseaux sociaux, il lui faut quand même un espace dans lequel elle peut échanger et interagir. Je ne sais pas si vous êtes devenu pote avec des gens sur Instagram ou TikTok, mais c'est quand même compliqué de créer des liens et de la confiance sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il y a une intermédiarisation de la relation
du fait des algorithmes qui décident qui voit quoi et quand. Dans une communauté, donc, on va être plutôt sur un outil fermé. Et les communautés ont généralement tendance à se retrouver sur Discord, sur WhatsApp communauté, sur Slack, sur Facebook group, ou bien dans la vraie vie à l'occasion d'événements. C'est en général les grandes typologies d'outils qu'on va rencontrer qui sont détournés pour créer des communautés. Et après, il y a toute une panoplie d'outils qui ont été créés pour faciliter l'émergence de communautés comme Circle, Melting Spot, Voodoo en France. Il y en a moult. Je modère tout de même mon propos. Sur les réseaux, il existe toujours des exceptions qui confirment la règle. Quelques influenceurs et créateurs ont quand même réussi à fédérer des communautés en partant des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils et elles ont réussi à créer des espaces dans lesquels certains membres extrêmement engagés de leur communauté pouvaient se rencontrer. Typiquement, Léna Situation, une plus grande influenceuse de France, organise tous les mois un déjeuner avec certaines de ses followers ou ses followers tirés au sort pour leur permettre de se rencontrer. Elle a aussi pris l'habitude d'ouvrir un pop-up store tous les ans pendant 1 mois à Paris, dans lequel on peut bien évidemment acheter du merch, mais aussi jouer à des jeux de société, manger un petit bout, rencontrer d'autres fans et papoter, passer l'après-midi, télétravailler. Donc il y a vraiment cette capacité que certains ont eue à créer un cadre convivial au-delà du réseau social pour transformer un bout de leur audience en communauté, en maximisant l'engagement et justement en offrant des espaces d'interaction et d'interactivité. Mais avant d'en arriver au stade de Léna Situation, il faut faire plusieurs choses. Et justement, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Quels sont les ingrédients qui permettent de lancer sa communauté ? Déjà, ne serait-ce que de tester finalement l'appétence que les gens ont à rejoindre une communauté qui va être créée par votre marque, par votre entreprise. On a identifié 3 grands ingrédients avec Communo en parlant à beaucoup de community builders et à beaucoup d'entreprises qui ont créé des communautés qui marchent. Le premier ingrédient important, c'est d'être clair sur ses objectifs business. À quoi vous sert la communauté ? Est-ce que vous avez besoin, vous, entreprise, entrepreneur, d'une communauté ou est-ce qu'une audience sera suffisante ? C'est une question légitime et parfois la réponse est « l'audience me suffit ». C'est important de savoir pourquoi vous créez votre communauté, au-delà de la vanité ou en tout cas d'un objectif qui suit plutôt un effet de mode ou qui est plutôt pour suivre la tendance marketing. Deuxième élément hyper important, les besoins des membres. Vous avez un objectif, vos membres aussi. Qu'est-ce que la communauté apporte à ces gens-là ? Pourquoi est-ce qu'ils vont la rejoindre ? C'est super important de clarifier la proposition de valeur. Et troisième élément, la proposition de valeur, du coup, c'est exactement ça, je me suis avancée, qui est hyper important, c'est comment vous articulez la promesse que vous allez partager à vos membres, cette proposition de valeur que vous leur faites, qui va créer un rapport de confiance, un contrat de confiance entre vous et eux, et qui va les inciter à rejoindre la communauté. Les objectifs, du coup, parce que nous sommes tous des marketeurs, on représente des entreprises. Quand on crée une communauté, il y a une forme d'engagement et une volonté de donner plus de place à sa clientèle ou à ses collaborateurs ou à ses partenaires. Il y a une démarche très humaine, très incarnée dans la communauté, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre de vue les objectifs économiques, bien évidemment. La manière dont j'ai représenté dans le livre l'impact de la communauté sur une entreprise, c'est un diagramme de Venn. J'ai appris l'existence du mot diagramme de Venn, d'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, que je ne connaissais pas avant. En gros, la communauté impacte 3 grands piliers de l'entreprise. Le premier, c'est le capital de marque, ou brand equity, de manière directe. Le deuxième, c'est sa capacité à générer du revenu. Et on va voir que ça peut être au niveau de l'acquisition, de la conversion, de la fidélisation ou de la rétention. Et la troisième, c'est que la communauté a un impact direct sur le produit de l'entreprise ou ses services, si jamais on fait l'effort de l'intégrer dans cette stratégie. Capital de marque, donc, il y a beaucoup d'études qui prouvent que le fait de créer une communauté a un impact positif sur la notoriété d'une marque et les associations positives vis-à-vis de cette marque. Vous le savez, vous êtes des marketeurs, l'humain, ça vend mieux que l'outil ou la machine. Quand on met des visages d'humains, quand on incarne une marque, on la rend plus empathique, plus incarnée. Et donc, on arrive de manière plus simple à créer un lien de confiance, un lien émotionnel avec son audience. La communauté, elle répond à cet objectif-là, elle incarne la marque, elle l'humanise et donc elle permet aussi, au-delà de cette incarnation et de cette humanisation, de développer et de déployer son message en s'appuyant sur des individus qui ont une personnalité parfois forte, des influenceurs. Vous connaissez peut-être Chiloé, le média de la micro-aventure.
Peut-être même que vous êtes parti en micro-aventure avec Chiloé. Non, personne. Ok. Et bien du coup, Chiloé, c'est un média qui parle de micro-aventures, donc d'aventures locales. Et la particularité de Chiloé, qui existe depuis 5 ans, c'est que plus de 70% de leurs contenus sont créés de manière proactive et bénévole par la communauté. Autrement dit, l'UGC, User Generated Content, poussé dans ses extrêmes, par attachement à la marque, par fidélité vis-à-vis de la communauté, les membres se sentent valorisés dans la création du contenu et donc proactivement, ils prennent le rôle de rédacteur en chef et de journaliste. La brand equity, donc le capital de marque, il est directement impacté par la communauté. Je voulais juste vous donner quelques petits chiffres que je trouvais intéressants. Le contenu qui est généré par une communauté a un taux d'engagement plus élevé que celui créé par l'entreprise. 37% si on en croit eMarketer. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il est incarné. Et bon, alors, je ne suis pas très fan de la formulation de cette deuxième question. 86% des consommateurs déclarent que l'authenticité est importante quand ils choisissent les marques qu'ils soutiennent. Bien sûr, moi, si on me pose la question, je ne vais pas dire « je m'en fous de l'authenticité ». Je préfère soutenir des marques qui mentent. Mais je pense que ça prouve quand même qu'aujourd'hui, on est en quête d'authenticité, d'honnêteté, de transparence et donc d'incarnation profonde de nos stratégies et de nos positionnements de marque et que la communauté est une porte d'entrée vers cette approche-là. Les revenus également. On va certainement vous demander, si vous souhaitez lancer une communauté, qu'est-ce que la communauté peut amener à votre chiffre d'affaires, à votre performance économique. Sachez qu'aujourd'hui, près d'un cinquième des entreprises considèrent que plus d'un tiers de leurs revenus est impacté directement par leur communauté. Ça peut être dans des logiques et des stratégies d'acquisition. La communauté peut contribuer à développer la visibilité, la viralité de l'entreprise. Je pense à Team for the Planet, dont vous êtes peut-être actionnaire, qui s'appuie intégralement sur sa communauté pour récolter et récupérer et convertir de nouveaux actionnaires, de nouveaux membres de la communauté. Mais ça peut aussi être plus bas dans le funnel, sur des logiques de conversion, de rétention. Et un exemple que je trouve génial, c'est le Beauty Insider Community, la Beauty Insider Community de Sephora aux États-Unis. C'est ni plus ni moins qu'un programme de feed, mais qui a été repensé dans une logique communautaire, donc en intégrant des briques communautaires, forums, interactions entre les membres, événements. Aujourd'hui, la Beauty Insider Community représente 80% du chiffre d'affaires de Sephora aux États-Unis. Les membres de ce club, les membres de cette communauté. Donc là, on est vraiment dans une logique de recurring revenue. Les membres de la communauté sont exposés de manière fréquente et ponctuelle à la marque à travers justement leur engagement dans la communauté et donc sont incités à renouveler leurs achats et de manière beaucoup plus conséquente que des clients one-shot. Et comme nous le savons tous, parce que nous avons tous vu ces statistiques, il est bien moins onéreux pour une marque de fidéliser ses clients que d'en acquérir de nouveaux. Et la communauté peut être mise au service de cet objectif. Troisième impact direct de la communauté, le produit ou le service. On voit de plus en plus de marques qui se lancent dans des dynamiques de co-création, de co-construction, de collaboration avec leur communauté. Je pense à Doctolib par exemple, vous ne le savez peut-être pas parce qu'ils n'en font pas la pub, mais Doctolib a une communauté de médecins qui est en interaction directe avec l'équipe produit et qui va faire des retours sur les features de l'outil Doctolib, qui va avoir son mot à dire sur l'évolution de la roadmap de l'entreprise. Pourquoi? Parce que pour eux, le feedback de leurs utilisateurs est la plus précieuse source d'indication sur la qualité de leur démarche. On en a qui vont encore plus loin, comme Nideco, qui est une marque de clean beauty, qui a décidé de ne jamais générer aucune idée de cosmétique. Chez Nideco, c'est les membres de la communauté qui suggèrent des idées. Ah, j'aimerais bien une crème pour les jambes lourdes parce que moi j'ai cette problématique. Ok, je la soumets sur le site Nideco et si elle récolte 2000 votes, l'idée part en production. Elle est produite par Nideco dans les laboratoires de l'entreprise dans le sud et la personne qui a sollicité l'idée devient co-créatrice et reçoit des royalties sur chacune des ventes de son produit. Ce qui est exceptionnel, moi je trouve, en termes de modèle économique. C'est une super manière de rétribuer la communauté. Mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin, bien évidemment. Et on peut aussi être dans la consultation de sa communauté sans l'impliquer pour autant dans son modèle économique directement. Deuxième élément, deuxième ingrédient. Je vous ai parlé de vos objectifs. Une fois que vous savez ce que la communauté peut vous apporter, il faut vous rendre compte que la communauté, c'est une relation donnant-donnant, bien évidemment. On est dans des rapports humains. Qu'est-ce que vous offrez à vos membres? Qu'est-ce que la communauté leur apporte? Et c'est là que c'est intéressant de définir les motivations qui peuvent inciter les gens à rejoindre la communauté de votre marque. Ces leviers de motivation, ils sont profondément humains et ils sont relativement simples à identifier.
On rejoint généralement une communauté pour apprendre, pour se développer personnellement ou professionnellement, pour partager ses loisirs, ses passions, ses intérêts, ou bien encore pour donner du sens à son quotidien, pour s'engager. Typiquement, dans ce qui est des logiques d'apprentissage et de développement, j'aime beaucoup la communauté CFO Connect. C'est une communauté B2B de directeurs et directrices financiers lancée par Spendesk, qui est une licorne française que vous utilisez peut-être dans votre entreprise, que votre équipe finance a peut-être. C'est donc un logiciel pour gérer les dépenses et les fiches de paie, etc. Et ils se sont rendus compte que la fonction du DAF était une fonction très solitaire. Du coup, en parallèle de l'outil qu'ils ont créé, ils se sont dit qu'ils allaient lancer une communauté de DAF en France et à l'international, qui aujourd'hui est une des plus grosses communautés et qui contribue bien évidemment directement à l'essor et au rayonnement de la marque, mais aussi à sa performance économique. Sur les loisirs et intérêts, vous êtes peut-être motard ou motarde. J'aime beaucoup la communauté Harley-Davidson qui est extrêmement puissante et qui fédère des centaines de milliers de personnes autour de la passion de la route. Et enfin, sur l'engagement, j'aime bien l'exemple de Team for the Planet. Est-ce que vous connaissez Team for the Planet? Est-ce que vous êtes actionnaire? Qui est actionnaire Team for the Planet? On a quelques-uns, ok. Qui a déjà entendu parler de Team for the Planet? Ok. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. On voit qu'il y a une bonne stratégie d'acquisition de notoriété grâce à la communauté, un peu moins sur la conversion, on pourra en reparler après. Mais en tout cas, l'idée, c'est que quel que soit votre objectif lié à la communauté, vous devez comprendre pourquoi les gens la rejoindraient. Et donc, c'est important de prendre le temps d'articuler une proposition de valeur communautaire. La proposition de valeur communautaire, c'est tout comme quand vous créez une proposition de valeur pour votre produit ou votre service, c'est l'articulation en une phrase très simple de la valeur que vous délivrez à votre membre, de la promesse que vous lui faites. Dans le cadre de CFO Connect, ça va être apprendre de ses pairs et progresser dans son job. Sur Harley-Davidson, on est plutôt sur partager la passion de la route, de la liberté. C'est vraiment un truc valeur, intérêt. Et sur Team for the Planet, c'est agir et s'impliquer pour protéger la planète. Un petit point important, on a tendance à se dire, ok, la proposition de valeur de ma communauté, c'est celle de ma marque, c'est celle de mon produit. Non, justement, et c'est là que la stratégie communautaire est extrêmement intéressante. Elle vient en complément de la valeur que votre produit ou que votre service délivre. Et souvent, on va avoir une proposition de valeur très fonctionnelle, très productiviste, très technique dans un produit. Et la communauté, elle vient ajouter un complément humain, empathique, émotionnel, qui est peut-être quelque chose qui relève du besoin pour vos clients ou pour vos cibles dans le cadre de la communauté. Typiquement, sur Spendesk, l'outil, lui, il est là pour simplifier et fluidifier la gestion financière de l'entreprise. La communauté, elle est là pour briser la solitude de la fonction directeur financier. Harley-Davidson, c'est une moto pour parcourir le monde avec style. La communauté, c'est connecter avec des gens qui ont la même passion. Team for the Planet, il s'appelle plus Time, c'est un véhicule d'investissement pour financer la transition écologique. La communauté, elle, c'est un groupe de pairs pour s'impliquer, pour donner un sens à son quotidien et à ses actions. Du coup, il y a vraiment un petit distinguo à faire et les deux propositions de valeur doivent être différentes, sauf si votre communauté est votre produit, bien évidemment. Et pour la découvrir, il n'y a pas de mystère, il faut faire de la recherche. Et tout comme dans l'optique du développement d'un produit ou d'une stratégie marketing et commerciale, on va créer des personas communautaires. Et ces personas communautaires, ce sont donc les portraits robots des membres idéaux de votre communauté. Je vais avancer un petit peu comme ça, on pourra passer aux questions. Et la dernière réflexion que je voulais vous partager, c'était tout ça c'est très bien, on a de la théorie, c'est quoi votre objectif, c'est quoi la proposition de valeur que vous faites à vos membres dans le cadre de votre communauté. Très bien. Mais comment est-ce qu'on sait s'il y a un réel besoin de communauté, de faire tribu, de faire groupe, de faire corps au sein de votre clientèle ou au sein de vos partenaires, peu importe la typologie des gens que vous voulez fédérer? On a rencontré beaucoup d'entreprises qui se sont lancées vraiment corps et âme dans le développement d'un outil, une stratégie hyper compliquée, créer des canaux communautaires, des contenus, etc. Et qui ont lancé en grande pompe des communautés pour en fait avoir un effet soufflé qui retombe direct parce que il n'y avait pas de réel besoin et de réelle demande et que l'entreprise avait passé trop de temps dans une tour d'ivoire à théoriser et stratégiser, mais n'avait pas confronté à la réalité de ses cibles sa promesse et n'avait pas validé l'existence d'un besoin. C'est pour ça qu'on a théorisé la notion de MVC. On s'inspire beaucoup de l'univers du produit, donc Minimum Viable Community, c'est-à-dire l'étape numéro 1, l'embryon communautaire qui peut vous donner à voir qu'il y a un réel besoin, une réelle envie
pour une communauté au sein de votre clientèle, au sein de votre audience, etc. Et pour ça, en fait, on préconise plusieurs types de contenus à créer. C'est des formats de contenu qui vous permettent de tester s'il y a une réelle appétence de manière rapide, à moindre coût, et donc de vous lancer une fois que la proposition de valeur communautaire est validée. Et donc, on a 3 formats qu'on utilise généralement avec nos clients. Le premier, c'est la landing page. Le deuxième, la newsletter. Et le troisième, le lead magnet. La landing page, ça reste une des stratégies les plus simples pour tester l'appétence des gens à rejoindre une communauté ou à acheter un produit. Vous créez une page web qui propose justement l'accès à une communauté qui n'existe pas encore, mais en tout cas qui résume la proposition de valeur, le contenu, les conditions d'entrée, etc. Et vous voyez tout simplement qui postule pour s'inscrire. Simple, efficace, rapide. Une landing page, ça se fait en un jour. Et du coup, typiquement, CFO Connect, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et même encore aujourd'hui, on ne peut rejoindre la communauté que sur candidature. Ce qui permet de filtrer à l'entrée, mais aussi de gérer les flux d'intégration des nouveaux. Deuxième outil, la newsletter. J'aime beaucoup l'exemple de Spoon, qui est une newsletter, initialement était une newsletter plutôt, dédiée aux finances personnelles, qui est portée par la marque Virgile, une marque dans l'immobilier, Imotech. Spoon, en fait, est une newsletter qui était extrêmement travaillée, éditorialisée et qui très vite a réussi à fédérer plusieurs dizaines de milliers de lecteurs, ce qui est une belle performance en un an à peine. Et la fondatrice m'a dit dans une interview que j'ai menée avec elle pour le livre qu'en fait, à chaque envoi de la newsletter, qui est mensuelle, il y avait une vingtaine de personnes, de lecteurs ou de lectrices, qui répondaient à la newsletter et qui se lançaient dans une conversation passionnée et enflammée avec les équipes de Spoon, les équipes éditoriales. Et elle m'a dit, en fait, on s'est rendu compte que c'était déjà compliqué pour nous d'avoir des relations épistolaires avec 50 personnes chaque mois et de gérer les interactions individuelles, mais qu'en plus, il y avait une réelle demande de la part de ces gens de se rencontrer, de se voir, de partager leur expérience, d'être rassurés. Les finances et le patrimoine personnel, c'est toujours un sujet un peu angoissant et anxiogène, notamment pour les gens qui n'ont pas de connaissances dessus. Et du coup, c'est ce qui leur a donné l'envie de lancer le Club Spoon, qui est un rendez-vous mensuel pour une partie des lecteurs et des lectrices de la newsletter, et qui est du coup la V2 de cette newsletter, qui est une version communautaire, sur demande de certains des lecteurs et des lectrices. Troisième stratégie, le lead magnet. Si jamais vous n'avez pas le temps de faire une newsletter, parce que la newsletter c'est quand même sur le temps long, on ne va pas se mentir, ou que la landing page n'est pas un sujet approprié pour vous, vous pouvez toujours tester un lead magnet quelconque, typiquement par exemple lancer une grande étude ou proposer un rapport sur un sujet qui sera lié à celui de votre communauté. Typiquement, Job Teaser, que vous connaissez peut-être, sur lequel vous recrutez peut-être, s'adresse aux DRH qui s'intéressent à la Gen Z et au futur du travail. Et du coup, à travers ces lead magnets, donc ces aimants à prospects, va réussir à qualifier l'appétence de ces cibles pour certains sujets segmentés et en fonction les approcher pour leur proposer de rejoindre une communauté fermée, une communauté privée de responsables des ressources humaines, de dirigeants, de leaders, autour du sujet du futur du travail et notamment dans le prisme de lecture de la génération Z. Là, finalement, le lead magnet rejoint un peu la landing page. C'est une manière de capter une adresse mail pour ensuite approcher un individu que vous avez qualifié sur un sujet d'intérêt pour lui proposer de rejoindre une communauté. Et concrètement, comment on sait quand est-ce qu'il est temps de passer à la communauté? Parce que la landing page, la newsletter, c'est très bien, mais on n'est pas forcément serein et on n'a pas forcément 40 000 personnes qui nous manifestent leur intérêt. Il y a des signes. Les signes, ça va être qu'il y a un fort engagement sur vos contenus. S'il y a un fort engagement sur vos contenus, c'est qu'il y a un truc à creuser, toujours. Une prise d'initiative par des individus qui sont proactifs vis-à-vis de votre marque, qui la partagent, qui interagissent avec elle, qui ont envie d'aller plus loin dans la relation. Une réciprocité, un dialogue. Le dialogue, finalement, ça ne trompe pas. Ça veut dire que les gens ont besoin qu'en face d'eux, il y ait plus qu'une marque, il y ait des individus, il y ait une incarnation. Et une participation accrue à vos événements. Si vous faites des événements et qu'il y a des gens qui viennent de manière répétée, là, vous avez un truc. Ces gens, il faut aller leur parler, il faut leur demander de quoi ils ont besoin et comment vous pouvez vous mettre à leur service. Et généralement, il y aura un besoin communautaire. Et je finirai sur justement ce côté événementiel et expérientiel. On est dans une ère qui est profondément marquée par le besoin d'expérience. Et les marques finalement qui réussissent aujourd'hui, c'est celles qui arrivent à créer un univers
sémantique, mais aussi expérientielle, qui va plus loin que leur communication et leur contenu, qui va vraiment pouvoir embarquer les individus dans un monde qui leur est propre. Et pour ça, il y a plein d'outils. Il y a les archétypes, il y a la stratégie éditoriale. Bien sûr, je ne vous apprends sûrement pas grand-chose. Mais il y a aussi la puissance des expériences singulières pour la communauté. Et donc, je voulais vous laisser sur 2 exemples trop bien, que j'adore. Le premier, c'est celui de Arte Radio, qui organise des goûters sonores de manière mensuelle ou parfois semestrielle, je ne sais plus, pendant lesquels les gens sont invités à venir écouter en avant-première des podcasts, mais aussi rencontrer les journalistes qui sont derrière ces émissions narratives, manger un petit truc, rencontrer d'autres auditeurs, flâner dans les jardins d'Arte Radio. Donc une manière de rencontrer finalement les gens derrière le média et de fédérer la communauté. Et à Marseille, où j'habite depuis 1 an, il y a un média que je trouve passionnant qui s'appelle le Média Vivant, qui a inventé le concept d'article vivant, dans l'objectif de rendre l'information plus accessible, notamment aux populations un peu défavorisées ou aux populations des quartiers nord qui ont tendance à pas forcément lire la presse et pas forcément se tenir au courant des actus. Eh bien, chaque mois, un journaliste est formé par des comédiens pour passer sur scène et performer, narrer son article, jouer en fait l'article et l'enquête qu'il a menée pour la rendre plus abordable et plus compréhensible, plus digeste. Et une fois que cette narration et cette performance est faite, on boit un verre et on débriefe tous ensemble autour du sujet. Et ça peut être l'accès à la santé, par exemple, pour les femmes des quartiers nord, ça peut être le sujet des cartels, ça peut être l'Olympique de Marseille, comme sur la photo, qui est un gros sujet à Marseille, hein, on ne va pas se mentir. Mais bref, l'idée, c'est de dire que la communauté permet de rendre tangible et de rendre accessible aussi parfois l'accès à l'information. Et c'est une expérience qui est unique et qui permet de créer du lien et du lien avec le média. C'est tout pour moi. Je voulais laisser un peu de temps pour les questions. Je peux rester un petit peu si on a le droit, et sinon je suis encore là toute l'après-midi. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas si vous voulez qu'on reste en contact. Avec Communo, on crée beaucoup de contenu et je publie pas mal sur LinkedIn sur le sujet des communautés. Et toujours ravie d'échanger sur ce sujet que je trouve passionnant. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou si... Yes. Je vais éviter de me casser une jambe. Bonjour, merci beaucoup pour tout ça. C'est tout le distinguo entre audience et communauté qui me touche particulièrement. J'ai récemment créé une communauté d'indépendants, de freelance pour être précis, pour mon agence. La question que je me pose, c'est que la création se passe bien. Je relate avec le MVC venant de l'entrepreneuriat et proposant des MVP très souvent, je comprends l'intérêt. J'ai une forte traction d'intérêt qui pour l'instant se matérialise en beaucoup de discussions et d'échanges entre les membres. Mais je m'inquiète sur le potentiel futur de cette communauté. Est-ce qu'il y a des clés pour faire en sorte que cet engouement du début et l'intérêt business, qui est certain derrière, reste, puisse être travaillé et puisse même être optimisé pour être sûr que ce soufflet justement ne retombe pas d'ici quelques mois? Ouais, c'est une super question et c'est souvent ça. Parfois, il y a un moment où il y a plein de gens qui sont hyper actifs, hyper excités. On sent qu'il y a un momentum et on se dit comment je vais réussir à le maintenir. Voilà, il faut commencer par accepter que le lancement est toujours un moment charnière où il y aura un engagement qui est très difficile à réatteindre ensuite. En revanche, il y a plusieurs approches. Il y en a une que je trouve super importante, c'est de commencer par expérimenter à faible échelle. Même s'il y a une grosse traction et un gros intérêt, c'est plus intéressant et moins risqué de tester sur un petit groupe d'individus la stratégie, la promesse, les contenus, etc. pour éviter l'effet empty disco, c'est-à-dire de se dire qu'en fait, de plutôt ouvrir à tout le monde, mais sans encourager et sans réussir à maintenir les interactions, et que quand les nouveaux arrivent, en fait, ils arrivent dans une communauté qui est un peu morte, dans laquelle il y a beaucoup de monde, mais qui sont très peu engagés. Donc du coup, revenir sur un petit groupe de personnes qu'on va engager, qu'on connaît individuellement, on connaît leur prénom, on connaît leur motivation, et du coup, ces gens-là, ça va être les premiers membres de la communauté, et à terme, théoriquement, si on fait bien le travail, ce sera des ambassadeurs qui vont, en fait, avoir une telle importance au début de la communauté qu'ils vont se sentir potentiellement investis d'une mission, entre guillemets, ou en tout cas de la responsabilité de contribuer à sa vie. Et donc à terme, vous pourrez leur déléguer une partie de l'animation communautaire. Et ce sera vos ambassadeurs. Ça reste un peu théorique, mais du coup, au début, il y a vraiment cette relation de proximité qu'il faut avoir avec ce petit groupe de bons élèves, entre guillemets, ou de chouchous qui sont là pour les raisons que vous allez identifier et que vous allez alimenter.
Super, merci beaucoup. Merci.